Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre participation aujourd'hui. Durant cette série de formations, nous avons déjà parlé sur des choses importantes, plusieurs trucs, plusieurs astuces pour bien rechercher l'information scientifique et les différentes sources, soit pour documenter, pour, je sais pas, pour collaborer, plusieurs choses. Et tout ça va nous aider pour maîtriser le volet découverte, le volet recherche, le volet analyse pour une bonne réflexion d'un chercheur. Et même pour un bon commencement d'un étudiant qui est un futur chercheur. Alors aujourd'hui, dans le même contexte, nous allons parler sur comment naviguer la littérature sur la grande base de données de résumé et d'indexation Scopus. Le son est bien. Ah, le son est faible? Je ne sais pas. Ah, très bien, ok. Alors, je m'appelle Shorfi Hicham, je suis docteur en matériaux pour l'optique et l'optoélectronique, Université de Sétif, ambassadeur des groupes Elsevier. Et je vous rappelle que ce webinaire est enregistré, il n'y aura pas des attestations de participation à la fin. Alors, Scopus a été lancé en 2004. C'est une base de données de résumés et de citations organisée par des experts indépendants, avec comme vous voyez, avec plus de 25 000 sources, de plus de 5 000 éditeurs internationaux, et elle offre l'aperçu le plus complet des résultats de la recherche, avec une couverture complète des données de haute qualité et des outils de recherche et d'analyse précises. Tout ça pour donner aux chercheurs les informations nécessaires pour prendre des meilleures décisions et pour obtenir des meilleurs résultats de la recherche. Alors, si on parle un peu de chiffres, sur Scopus, il y a plus de 23 452 revues indexées à comité de lecture. Et l'indexation ici apporte une grande visibilité aux publications des auteurs et apporte même une diffusion plus large. Et comme ça, les articles seront accessibles à plus de chercheurs. Mais si on parle de l'indexation elle-même, l'indexation, ce n'est pas donné à toutes les revues qui existent sur le net, mais il y a des critères et des exigences à compléter. Et ça pour filtrer les revues de bonne qualité et éliminer carrément comme les revues prédatrices. C'est pour ça que je vous confirme que la littérature et les sources qui existent sur Scopus sont fiables et toujours se contrôlent durant même la période d'indexation. Et parmi les critères de sélection, on peut citer que la revue, par exemple, doit être identifiée par un ISSN, doit avoir aussi un comité de lecture, le peer review, et elle doit donner une justification d'avoir au moins 2 ans de publication et 2 ans d'historique de publication. Il y a aussi d'autres critères. Aussi, on trouve les séries de livres, les séries de livres qui sont aussi une très bonne référence. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a presque 10 millions d'articles de conférences de plus de 120 000 événements. Et à partir de cette information, je peux savoir les conférences internationales dans mon domaine, par exemple. Ça, c'est pour les gens qui cherchent des opportunités de participation et qui cherchent des opportunités de publication via les conférences internationales indexées. On trouve un autre type de document qui est un peu peut-être écarté par les chercheurs, et je parle des grands maghrebs toujours. Ce sont les documents des brevets d'invention. Eh bien, sur Scopus,
44 millions d'enregistrements de brevets des grands bureaux affiliés, puisque les brevets ne sont pas publiés par les journaux. Et je parle de 44 millions, c'est-à-dire c'est vraiment une chose très riche. Et publié, par exemple, parmi les bureaux, c'est l'OMPI. L'OMPI, comme vous savez, c'est l'Organisation mondiale de propriété intellectuelle. Alors, vraiment, une littérature très riche d'informations sur les produits, par exemple, si on parle de conception, les méthodes d'élaboration, même les ingrédients, les processus et les modes de travail. Et vous pouvez consulter ce type de littérature et même les référencer sur vos documents scientifiques. Et même sur le logiciel de gestion de référence Mendeley, qui est gratuit et simple, vous trouverez les styles de référencement des brevets à côté, bien sûr, des articles et des livres et les autres types de documents. Alors, les titres dans Scopus sont classés en 4 grands groupes de matières. Nous avons les sciences de la vie, sciences physiques, sciences de la santé et les sciences sociales et les sciences humaines, qui sont divisées en 27 domaines principaux et plus de 300 sous-domaines. Et les titres peuvent appartenir à plus d'un domaine, hein, c'est-à-dire on peut trouver un journal qui est multidisciplinaire, qui est publié dans plusieurs domaines. Par exemple, dans la santé, dans la physique en même temps. Et on trouve par exemple 30% des titres sont dans le domaine de la santé, 28% physique et sciences et techniques. Et aussi, sciences de la vie, c'est 7295 titres qui correspond à 15,4%. Voilà alors la répartition des publications des éditeurs dans Scopus. Numéro 1, avec 10% de contenu et appartient au groupe d'édition Elsevier. Après, on trouve Springer avec 8%. Et ainsi de suite, puisque j'ai mentionné qu'il y a plus de 5000 éditeurs. Et notez bien que lorsqu'on dit, par exemple, l'éditeur, par exemple, Wiley. Wiley représente 5%, mais pas forcément que toutes les revues de Wiley sont indexées dans Scopus. Hein. On trouve quand même des revues Wiley qui ne répondent pas aux critères d'indexation, alors ne seront pas indexées sur Scopus. Et le comité qui a le droit d'accepter ou bien de rejeter les candidatures d'indexation s'appelle le CSAB. Le CSAB, c'est le Conseil consultatif et de sélection des contenus Scopus. Alors, est un groupe scientifique international, bien sûr, groupe des chercheurs et des spécialistes qui représentent plusieurs disciplines et toutes les disciplines couvertes par la base de données Scopus. Alors, tout au long de l'année, les membres de ce conseil-là sont responsables de la révision de tous les titres suggérés à Scopus et même de suivre aussi les journaux qui sont déjà indexés. Et il y a aussi un conseil d'administration qui travaille avec cette équipe pour comprendre comment Scopus est utilisé et quel contenu est pertinent pour les utilisateurs et quelle amélioration devrait être, peut-être, je ne sais pas, apportée. Et on trouve même d'autres conseils locaux dans le but de faire progresser la qualité des revues publiées dans même les pays qui n'ont pas, bien qui ne sont pas anglophones. Maintenant, en parlant de plus de fonctionnalités de Scopus et plus de contenu, on doit noter qu'il y a 67 millions de documents qui sont stockés sur cette base. Toutes sortes de documents, avec plusieurs options de filtrage. Je parle de filtrage classique et filtrage avancé pour trouver les documents qui correspondent à notre recherche en introduisant les bons mots-clés.
Et à côté de ça, Scopus affiche automatiquement 10 profils pour les auteurs. Et nous avons déjà 16 millions de profils d'auteurs. Alors, vous avez l'occasion pour chaque auteur de connaître son domaine, d'avoir, par exemple, une information sur sa productivité scientifique, le nombre de publications, par exemple, et surtout, ses coordonnées pour le contacter. Et ça est une étape très importante dans ce sujet de recherche. Et aussi, comme vous voyez, il y a des profils pour même les établissements et les institutions. Et ça va nous aider pour trouver les meilleures institutions, soit pour faire des stages ou bien faire des collaborations et des partenariats, et même pour avoir une idée sur les travaux et l'évolution de la recherche, par exemple, à mon établissement. Et pour les gens qui cherchent à faire une analyse comparative entre les institutions, vous êtes invité de consulter aussi le Saival, hein. C'est un autre site qu'on peut le consulter à partir de Scopus. Maintenant, pour l'accès Scopus, on doit à chaque fois répéter la manière d'accès puisqu'il y a des nouveaux participants entre nous, hein. Des nouveaux participants qui ont plusieurs questions concernant leur sujet de recherche, comment faire pour trouver des documents pertinents, comment faire pour trouver des collaborateurs pour créer une équipe, comment faire pour trouver, je sais pas, des institutions et des laboratoires pour faire la pratique. Beaucoup de questions. Alors, on va essayer de répondre à vos questions utilisant Scopus. Alors, je vais rapidement expliquer comment accéder à Scopus. Alors, la condition d'accès est d'avoir un compte institutionnel de votre établissement universitaire. Ces accès sont sponsorisés et financés par les différents consortiums des Grands Maghreb, comme l'IMIST du Maroc, le CNUDES de la Tunisie et le CIRIST pour les Algériens. Alors, prenons l'exemple des étudiants et des enseignants-chercheurs algériens. Vous pouvez alors contacter le CIRIST ou bien le bureau SNDL le plus proche pour avoir un compte SNDL, puisque c'est via cet accès qu'on accède à Scopus. Voilà, SNDL est disponible sur www.sndl.ciris.dz. On met juste le mot de passe et l'identifiant pour que cette interface apparaîtra. Puis vous pouvez cliquer directement sur Sciences et techniques et parmi les bases affichées, vous allez trouver facilement l'icône de Scopus. Voilà alors l'interface principale de Scopus. On peut lancer plusieurs types de recherches. Et avant ça, essayez s'il vous plaît toujours de créer un compte. Ce n'est pas le compte SNDL, c'est un autre compte. Alors, vous pouvez juste remplir un petit formulaire avec l'email. Et après la création de compte, vous pouvez mieux exploiter les fonctions offertes par Scopus, comme par exemple l'export, sauvegarde des étapes et sauvegarde des informations, et pour même définir les alertes comme j'ai expliqué la fois passée. Alors, vous pouvez faire la recherche par document, et ça en introduisant des mots-clés ou bien le titre complet de votre sujet, et même les opérateurs spéciaux pour les équations de recherche. Aussi, on peut faire la recherche par auteur, et là, pour cibler un profil d'un chercheur pour voir sa productivité et son impact et ses coordonnées. Une recherche par affiliation est aussi offerte pour trouver facilement les institutions pour avoir une idée sur ces métriques et même l'impact de cette dernière. Et c'est toute une chaîne, hein, c'est toute une chaîne d'informations, puisque même à travers une recherche de documents, on peut savoir directement l'auteur, soit l'auteur de documents, et même l'affiliation. Une recherche avancée est offerte aussi pour vous donner plus d'outils afin d'affiner le maximum le résultat de recherche.
Et maintenant, je viens déjà de parler de Saival, qui est utilisé pour l'analyse comparative entre les institutions et entre les établissements. Alors, vous pouvez directement cliquer sur Saival pour accéder au site de Saival qui est utilisé pour l'analyse comparative. OK. Et vous pouvez consulter même source pour télécharger et pour visiter les revues et même télécharger les listes de revues qui sont déjà indexées Scopus. On peut lancer une recherche par auteur maintenant pour pratiquer. Alors, on peut lancer par auteur pour maîtriser ce volet important. Alors, je tape par exemple le nom et le prénom. Moi, j'ai tapé Bopa et S, c'est-à-dire Stéphane. C'est le nom de famille et le prénom. Ou bien un des deux. OK. Alors, Scopus m'a affiché plusieurs propositions pour Monsieur Bopa. Et pour moi, c'est la première proposition. Mais normalement, pour être très pointu à la recherche d'un auteur et pour éviter ces propositions, de préférence, effectuez toujours la recherche avec l'ORCIDE. L'ORCIDE qui est un code unique qui caractérise un chercheur. Alors, je clique sur le nom. Scopus m'affiche le profil de M. Bopa. Ben, c'est un profil parmi les 16 millions de profils qui existent sur la base de données Scopus. Et on peut trouver plein d'informations. Ben, la première, c'est, comme j'ai dit, c'est leur site, comme j'ai mentionné. Alors, s'il vous plaît, essayez toujours de garder leur site pour chaque auteur sur un tableau Excel, par exemple, pour que la prochaine fois, vous pourrez faire une recherche très ciblée sans perdre le temps avec les propositions et tout. On trouve aussi son affiliation ou bien son établissement. Et si je clique sur afficher toutes les informations sur l'auteur, il va nous donner tout l'historique d'affiliation. Comme vous voyez, la base Scopus a détecté qu'elle a changé son affiliation plusieurs fois depuis quelle année? Depuis 1994. OK. Et elle nous donne même les domaines où il a travaillé en dessous. Alors, toujours sur son profil, et en cliquant maintenant sur définir une alerte, cet outil de suivi nous aide beaucoup pour suivre ce monsieur. Alors, en cliquant sur l'alerte, on peut programmer Scopus pour nous envoyer un mail automatique. C'est dorénavant M. Bopar, s'il va publier un document ou bien s'il va recevoir une citation, on reçoit directement un mail automatique pour cette information. Alors, c'est un autre type d'alerte. Il y a une alerte de recherche par document, et là, c'est une alerte de recherche par auteur. Ça, c'est pour suivre un auteur bien défini. Je peux consulter les documents, alors les documents qu'il a publiés, aussi les co-auteurs qui ont contribué avec lui, les domaines aussi, et les topics où il a travaillé déjà, où il travaille peut-être maintenant. Et dernièrement, Scopus a intégré les documents preprints, c'est-à-dire les préimpressions, en tant que type de contenu dans les profils d'auteurs. Et ça pour aider les utilisateurs de Scopus à découvrir les dernières contributions d'un chercheur. Et le preprint, ou bien le préimpression, bien la préimpression est la première version des manuscrits que l'auteur soumet au comité de rédaction d'une revue scientifique. Alors, ces documents sont directement dérivés des serveurs gratuits. On dit serveurs gratuits. Il y a beaucoup de serveurs gratuits qui existent sur le net qui sont agréés, par exemple, agréés Scopus. Et parmi ces serveurs, c'est l'SSRN.
Le SSRN, il est disponible sur le site www.ssrn.com, vous pouvez le consulter. Et même Elsevier encourage les chercheurs afin de partager leurs travaux sur ces plateformes. Alors, ce sera peut-être un sujet d'un autre webinaire spécial sur le serveur des préimpressions et son impact sur la recherche scientifique. Peut-être on va organiser ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, c'est sur la courbe, toujours, on peut avoir une idée sur sa productivité. Et vous voyez que la courbe de citation est en évolution toujours. Et même le nombre de publications est important. Hein. À gauche, on a Scopus, elle affiche 540 documents de M. Popard avec 18 524 citations par 10 370 documents. Et pour le H-index, ça, c'est le résumé des chiffres que j'ai mentionnés. Hein. Et le H-index, ou bien l'indice H, caractérise les auteurs et les affiliations, et même les journaux, avec le même principe de calcul toujours. Alors, si je clique sur « Voir H-graph », en fait, l'indice H prend en considération la qualité et la quantité en même temps. Et je parle de nombre de citations et le nombre de publications. Pour un indice, par exemple, égal à 71, dans ce cas, veut dire que M. Boppard a au moins 71 documents qui sont chacun cités au moins 71 fois. Et cette équation, avec les mêmes paramètres, est applicable aussi pour les revues, est applicable aussi pour les institutions. Alors, juste pour bien comprendre le mode de variation de cette équation, je suppose une autre chose. Bon, supposons que M. Boppard a publié exactement 71 documents. Dans chacun de ces documents, il citait exactement 71 fois. Alors, dans ce cas-là, son indice H est égal à 71. Ça c'est logique. Maintenant, pour que l'indice passe de 71 à 72, alors dans ce cas-là, l'auteur, il doit publier un nouveau document. Après ce nouveau document, il doit avoir 72 citations. Et chacun de ces 71 documents doivent avoir aussi une citation de plus. Alors, pour un indice 72, ça correspond à 72 publications. Et chacune de ces publications est citée 72 fois. Je pense que c'est très simple et très clair. Et très logique aussi. Hein? OK. Maintenant, je vais vous montrer rapidement quelques opérateurs spéciaux pour écrire une équation de recherche. Alors, supposons que je vais chercher une étude des milieux biologiques par, je ne sais pas, les milieux biologiques par la lumière laser, par exemple. La lumière laser qui est une lumière monochromatique. Ben, j'imagine le titre comme ça. C'est Study of Biological Sample Using Laser. Alors, je dois tout d'abord séparer mes mots-clés des mots vides dans la phrase. Ça, c'est pour créer une équation de recherche. Et comme ça, je peux garder juste les mots-clés qui sont en vert. Hein. Le reste en rouge, pour moi, je trouve que ce sont des mots vides, que je peux les éliminer. Alors, il reste pour moi, c'est biological et laser. J'espère que vous avez compris ça. Alors, on essaye toujours de rester simple et clair. Alors, je passe aux opérateurs. Les premiers opérateurs que je peux utiliser sur Science Direct, ou bien sur Scopus, puisque c'est applicable pour les deux, ce sont les opérateurs booléens. On trouve les opérateurs booléens même dans les autres sites. Hein. Et ils nous aident beaucoup pour faire une recherche très pointue. Alors, on a 3 opérateurs booléens. Commençons par le OR.
Le OR, c'est-à-dire trouver des documents qui contiennent le premier mot-clé ou bien qui contient le deuxième mot-clé, ou bien les deux en même temps. C'est-à-dire, j'écris entre deux guillemets biological et laser entre deux guillemets. Entre les deux mots-clés, je mets OR, OR en majuscule, hein, ce n'est pas en minuscule. OR, c'est-à-dire, trouvez-moi des documents qui contiennent soit le premier, soit le deuxième, soit les deux en même temps. C'est un peu général. OK? Et comme ça, il va nous donner les documents qui contiennent soit biological, soit laser, et soit les deux en même temps, toujours. Hein. Maintenant, le deuxième opérateur, c'est le AND, en majuscule. Le AND, c'est-à-dire trouver des documents qui contiennent les deux mots-clés ensemble. C'est-à-dire, je vais juste les documents qui parlent des deux mots-clés, ou bien les documents qui sont communs, comme les cercles affichés. Alors, le AND, c'est un peu pointu par rapport au OR. Par contre, le troisième opérateur, qui est le AND-NOT, regardons directement l'exemple. Nous avons biological and laser, c'est-à-dire afficher les documents qui contiennent les deux mots-clés ensemble, que j'ai mentionné. AND-NOT white light, c'est-à-dire les documents qui ne parlent surtout pas du troisième mot-clé qui est la lumière blanche. Puisque je sais bien qu'il y a une différence entre le laser qui est une lumière monochromatique et le white light qui est une lumière blanche. Alors, moi, je veux éliminer les résultats et les documents qui parlent de la lumière blanche. Alors, je peux juste taper EndNote pour que Scopus élimine tous les résultats correspondant à la lumière blanche. Normalement, c'est simple. Le deuxième type d'opérateur, ce sont les opérateurs de proximité. Il y a le within. Le within, c'est W/N. Le N, on peut le remplacer par un chiffre, par 1, 2, 3, 4, comme vous voulez. Le within, c'est-à-dire trouver des articles dans lesquels biological, dans l'exemple, biological et laser ne sont pas séparés de plus de deux mots, comme l'exemple. C'est W/2, c'est-à-dire deux mots. C'est un peu similaire à l'opérateur AND. Le within nous donne un résultat plus affiné par rapport à l'AND, c'est-à-dire le AND, c'est-à-dire trouvez-moi des documents où on trouve les deux mots-clés en même temps, dans le même document. Mais le within donne un autre critère de proximité, c'est-à-dire que trouver juste les documents dans lesquels les deux mots-clés ne sont pas séparés de plus de deux mots. C'est-à-dire on trouve les deux mots-clés dans la même phrase, par exemple. Et ça, c'est très important, puisque ça va nous aider afin de trouver un résultat très, très précis. Le deuxième, c'est l'opérateur précède, c'est-à-dire trouver des articles dans lesquels biological précède toujours light, ou bien toujours soit light, soit laser, comme vous voulez. OK? Et le N ici, c'est remplacé par quoi? Par 3. OK. C'est-à-dire que trouver des articles dans lesquels biological précède le deuxième mot-clé, de 3 mots-clés, ou bien de 3 mots au moins. C'est-à-dire au maximum 3. OK? J'espère que c'est clair. On peut faire la pratique sur Sciences Directes et sur Scopus directement, mais puisque nous allons organiser bientôt à cette série de formations un webinaire spécial, ce sera un webinaire spécial sur comment affiner les résultats de ma recherche sur Scopus, où on peut utiliser tous les opérateurs en pratique, soit les booléens, les proximités. Il y a d'autres aussi. Comme les jokers. On peut parler plus d'aiguilles, et on peut plus parler d'autres fonctionnalités qui sont importantes pour créer une équation de recherche. Ça va aider beaucoup pour créer une équation de recherche très pointue. Alors, je préfère animer toute une séance de pratique sur la création et ça va être bientôt, Inch'Allah, sur les équations de recherche en détail.
Alors, nous avons navigué un peu sur la base de données Scopus. Il y a plusieurs d'autres choses à expliquer, plusieurs. Et on profite à ces webinaires d'Elsevier pour comprendre à chaque fois des nouvelles astuces et des nouvelles informations qui nous aident afin d'affiner nos résultats de la recherche et afin les, de maîtriser plus les fonctionnalités offertes par Scopus. Puisque vraiment la maîtrise de la navigation sur Scopus nous donne un autre degré de flexibilité, soit pour capter des nouvelles idées ou bien pour chercher des collaborateurs et des nouveaux axes de recherche. Alors, vous êtes invité à une autre formation pour détailler plus sur ces fonctionnalités et de découvrir plus d'options. Je vais afficher, Inch'Allah, bientôt la date et l'heure et le titre de la prochaine formation, avec bien sûr le lien de participation sur ma page Facebook et sur la page Elsevier Africa et Elsevier Community, le groupe. Alors, restez branchés et merci pour nous avoir suivis et je passe aux questions. J'espère que c'est clair toujours. Bon, à chaque fois, on essaye de maîtriser plus de fonctionnalités. Hein. Merci beaucoup pour mes questions, s'il vous plaît. Pourquoi les statistiques de 2019 seulement sont disponibles sur Scopus et on est en 2021? Ah, concernant les statistiques. Bon, généralement, ces métriques sont publiées entre... bon, sa question, c'est pourquoi les statistiques de 2019 seulement sont disponibles sur Scopus et on est en 2021? Une bonne question. Bon, comme j'ai dit, ces métriques sont publiées entre généralement le mois de juin et le mois de juillet. Alors, pour cette année, par exemple, on doit attendre le juin 2021 pour que toutes les données de l'année 2020 seront disponibles. Inch'Allah, en juin 2022, Scopus va afficher les données de 2021, c'est-à-dire on est maintenant en février. Est-ce que vous pouvez laisser le lien pour consulter? Oui, ça sera publié, Inch'Allah. Ouais. C'est quoi le site score? Bon, le site score, c'est un indicateur qui mesure l'impact des citations et qui mesure, ça, je parle de citations des articles publiés dans une revue. Et pour la méthode de site score, ils ont changé un peu la méthode de site score cette année. Hein. En fait, maintenant, site score, c'est le rapport de citation de 4 ans sur 4 ans de publication. Par exemple, si on veut calculer le site score de l'année 2020, en fait, ça sera le nombre de citations des années 2020, 2019, 2018 et même les citations de 2017. Mais pour le nombre de documents qui sont publiés dans la même période, c'est-à-dire le nombre de documents qui sont publiés en 2020, 2019, 2018, 2017. Et l'année passée, ce n'était pas comme ça le site score. Ils ont changé dernièrement la méthode pour donner plus de flexibilité et ça sera plus robuste. C'est clair pour le site score? Si c'est clair, oui. Oui, bonjour, vous pouvez répondre comment?
Bon, comment préciser les mots-clés? Bon, ça dépend du domaine, ça dépend du sujet, puisque les mots-clés, ce sont les piliers de la recherche. Alors, toujours pour les titres, pour les sujets, pour créer les équations de recherche, il faut bien maîtriser les bons termes, il faut bien choisir les bons mots-clés pour faire la recherche. Alors, il faut étudier qu'est-ce qu'un mot vide, qu'est-ce qu'un mot-clé, pour bien extraire les mots-clés. Ça dépend toujours du domaine, hein. Comment trouver une pub? Bon, sur comment répondre en direct, est-ce que vous pouvez enregistrer ce... Bon, on enregistre déjà. L'affichage est très petit. Ok. Comment chercher des conférences indexées? Bon, toujours sur la liste, vous pouvez directement télécharger la liste des sources sur l'onglet sources sur Scopus et vous pouvez voir les articles de référence déjà qui sont déjà publiés. Et à partir de ces articles de conférence, vous pouvez accéder aux conférences et voir ces sites officiels pour voir s'il y a une version prochaine ou bien et tout. Essayez, s'il vous plaît, de taper sur questions-réponses, juste les questions, s'il vous plaît. OK. Je ne sais pas ce qu'on enregistre maintenant. Ah, peut-être là. Nous voulons savoir que... OK. Quelle est la différence entre le journal indexé et le journal impacté? Bon, une bonne question puisque on trouve des personnes qui n'arrivent pas à différencier entre ces deux termes, entre le journal indexé et le journal impacté. En fait, journal indexé, c'est-à-dire qu'elle est déjà disponible dans une base de données fiable et de bonne qualité comme Scopus, qui a une bonne réputation scientifique. Alors, si on fait une recherche sur Scopus et on trouve des journaux, on peut dire que ces journaux-là sont indexés Scopus. Alors, ce sont des journaux indexés. Maintenant, question impactée, c'est-à-dire que ce journal, il a déjà des métriques calculées par des plateformes spécifiques et des plateformes spéciales comme le facteur d'impact, comme un H-index, comme le SGR. Alors, si le journal a des valeurs positives, on peut dire que ce journal est impacté, mais pas forcément qu'il est indexé. Citer 71 fois ou bien au moins euh, une seule fois par chacune de 71. Comme j'ai dit, 71, H-index 71, c'est-à-dire que chaque publication de 71 est citée 71 fois. Ce n'est pas le total. Et on dit toujours au moins, c'est-à-dire on peut avoir par exemple 1000 articles, mais nous avons juste 71 qui répond à cette exigence. Alors, le indice H de cet auteur, ce sera automatiquement 71, même s'il a 1000 articles ou bien 1000 citations pour un seul, ou bien pour 71 publications. C'est pour ça que l'indice H, il parle de quantité et de qualité en parallèle. Si nous avons déjà, par exemple, 5 articles publiés, 4 articles ne sont pas cités,
et un article est cité 1000 fois, le H-index, ce sera 1. OK. Nadine, est-ce que vous êtes là avec nous? Oui, Hicham, exactement. Donc, j'essaye de répondre à quelques questions sur le chat Ouais. en parallèle. Donc, je trouve beaucoup de questions sur comment accéder à Scopus en Algérie, en Tunisie et au Maroc. Donc, en Algérie, c'est à travers le SNDL. Vous devez avoir un compte, premièrement, sur SNDL, puis sur la fenêtre des e-ressources, vous trouverez Scopus. Donc, en appuyant sur Scopus, vous allez vous transmettre sur une autre page de Scopus sur lequel vous pouvez voilà, naviguer toutes les fonctionnalités de l'abonnement de SNDL sur Scopus. Donc, si vous n'avez pas encore un compte sur SNDL, s'il vous plaît, consultez le SNDL pourra vous fournir un compte. Vous pouvez aussi également accéder à partir de l'IP de votre université. Donc, si vous êtes au présentiel à votre, dans voilà, la bibliothèque de votre université, votre institution en Algérie, vous pouvez aussi accéder en se connectant à l'Internet de l'université. Sinon, l'accès à distance est possible aussi à travers votre email institutionnel. On va également activer tous les domaines institutionnels des institutions et des universités membres du SNDL CERIST pour que vous puissiez accéder à distance juste en activant votre email institutionnel. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un email pour que je partage avec vous le guide et les instructions de comment activer votre email institutionnel. Ça va seulement prendre quelques semaines pour activer tous les domaines des universités et des institutions membres du SNDL CERIST. Pour la Tunisie, c'est un peu plus difficile puisque un accès à distance à travers les emails institutionnels n'est pas en place puisque pas tous les chercheurs ont un email institutionnel. En fait, c'est seulement pour les enseignants et les personnels de l'université ou de l'institution. Donc, pour avoir un accès à distance, veuillez consulter le consortium CNUDEST pour en savoir plus sur leur effort pour fournir l'accès à distance via le VPN et les autres solutions en place. Pour le Maroc, vous êtes toujours sur les mêmes solutions qu'on a déjà fournies l'année passée avec l'email institutionnel à travers aussi votre compte sur l'INIST et aussi à travers l'IP ou l'Internet de votre université, votre institution en présentiel. Oui, merci Nadine. Une autre question sur c'est quoi le SGR? En fait, bref, le SGR sur le Simago Journal Rank, c'est un indicateur qui mesure beaucoup plus l'influence des revues par rapport à la valeur des références qu'elle a citées. C'est-à-dire qu'elle se base sur l'étude de la qualité des références citées dans un document pour valoriser la revue elle-même. Je pense que c'est bon, Nadine, puisqu'on a répondu à presque les questions qui ont en relation avec ce webinaire. Et on a programmé normalement plusieurs formations pour la période prochaine. Il y a beaucoup d'occasions pour comprendre à chaque fois plus de fonctionnalités Scopus et plus de fonctionnalités, même Sciences Directes et même toutes les plateformes qui sont en relation. Effectivement. Et est-ce que vous avez eu le temps de faire un tour, une démonstration en direct sur Scopus? Maintenant, OK.
OK. Juste pour leur donner une idée sur comment ça fonctionne en live, en direct sur Scopus, puisque OK, y a la pas de navigation souci. de la littérature, ça commence par la page d'accueil de Scopus, la barre de recherche et vers l'analyse des résultats de la littérature trouvée. Donc, je vous invite tous, même ceux qui nous ont rejoints plus tard. Donc, je vous invite à visiter Scopus, à explorer les fonctionnalités. Vous n'allez rien perdre sur Scopus. Il n'y a pas d'erreur que vous pouvez avoir par explorer les fonctionnalités d'analyse, d'exploration de la littérature, d'affiner aussi les résultats par les différents filtres. Donc, c'est très bénéfique d'essayer vous-même les différents aspects, les différentes fonctionnalités de Scopus afin de pouvoir se familiariser avec la base de données et aussi pour pour exploiter les fonctionnalités de comment suivre les tendances mondiales, comment identifier les auteurs avec qui vous pouvez collaborer, les sponsors, etc., etc. OK, juste, surtout pour les Algériens, puisque j'ai un accès algérien. Sur Google, on peut taper juste SNDL, c'est sndl.ciris.dz. Je clique sur SNDL pour que l'interface apparaîtra. Puis nous avons plusieurs plateformes et toutes les bases de données qui sont sponsorisées par le SNDL à travers le CIRIST et à travers la DGRSDT et à travers l'MESRS algérienne. Je clique sur connexion pour taper mon identifiant et bien sûr le mot de passe. Je clique sur connexion puisque l'accès c'est très simple à Scopus via le SNDL. Après, je vais chercher, par exemple, c'est pour accéder à Sciences Directes par là. Et je cherche à Scopus. Où est Scopus? Ok, elle est là. Je clique sur Scopus. Il y a un petit problème de connexion. C'est pour ça que je n'ai pas pratiqué. Alors, sur Scopus, c'est l'interface principale. Nous avons plusieurs fonctionnalités. Alors, on peut faire la recherche par document, par auteur, ou bien par affiliation, pour les gens qui cherchent des informations par rapport aux institutions, par rapport aux établissements. Au-dessus, vous pouvez consulter le menu source, c'est-à-dire c'est pour voir les journaux qui sont déjà indexés Scopus, pour voir plusieurs informations concernant cet onglet très important, c'est-à-dire on peut avoir une idée complète, soit pour trouver un journal, on peut taper juste le domaine et il va proposer directement des journaux, soit on peut taper un nom d'éditeur, un titre d'un journal, ou bien l'ISSN d'un journal pour le trouver et pour voir par exemple le site score. Voilà le site score que j'ai parlé. Il y a le site score, il y a beaucoup de métriques qui sont disponibles pour ce journal-là et je peux même changer l'ordre. À chaque fois, je peux ordonner ces journaux par rapport au site score, par rapport à plusieurs choses. Il y a aussi des filtres à gauche qui sont importants pour faire bien filtrer les résultats sur les journaux. Toujours sur l'interface principale, on peut par exemple faire la recherche par auteur. Je clique sur l'auteur ici. Juste une minute pour attendre la connexion. En attendant la connexion, il y a une question qui se pose très fréquemment, c'est quelle est la différence entre Scopus et Web of Science?
Donc, juste quelques points pour le préciser. Scopus a une couverture plus grande pour les revues, les séries de livres, les livres et les actes de conférence, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. Scopus est le seul fournisseur pour les classements des universités et des institutions à l'international comme THE et QS. Scopus aussi inclut des métriques et des indicateurs pour les publications, les auteurs, aussi que des indicateurs sociaux comme Planmetrics que vous ne pouvez pas trouver sur Web of Science. On fournit tout ce contenu sur une seule plateforme qui est scopus.com, compréhensive et totale, sans avoir besoin d'aller sur différentes plateformes pour avoir tout ce contenu. Aussi, les profils d'auteurs et les profils des affiliations des institutions sur Scopus sont les meilleurs en classe. Et aussi, le contenu est diversifié et plus diversifié sur Scopus. Donc, vous pouvez trouver des articles, des reviews, des actes de conférences, des letters, des chapitres de livres, des éditoriales, des rapports, beaucoup de genres et de types de contenu. Ainsi que aussi les activités et le support fournis par Elsevier pour supporter les utilisateurs et les chercheurs pour l'exploitation de Scopus. Donc, juste quelques points sur la différence entre Scopus et Web of Science. Ok, merci Nadine. Juste, il y a un petit problème de connexion, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est pour naviguer un peu, pour faire une recherche, surtout en utilisant les équations de recherche. J'ai tapé juste Biological and Light. C'est pour obtenir juste les documents où on trouve les deux mots-clés ensemble dans le même document. Pour Biological and Light, j'ai trouvé déjà 104 000 documents. On peut directement faire une analyse, soit on peut filtrer ici. On peut filtrer, par exemple, je peux choisir les open access, c'est-à-dire les documents à libre accès. Je peux choisir les références récentes, c'est-à-dire juste de l'année 2021, 2020, 2019, par exemple. Je peux choisir par rapport au nom d'auteur, par rapport au domaine, par rapport au type de document. Si je cherche, par exemple, juste les articles de recherche, par rapport à l'étape de publication, c'est-à-dire est-ce que les articles dans la presse ou bien les articles qui sont finaux, maintenant qui sont publiés, qui sont finalisés, par rapport au nom de journal, si vous avez déjà un journal à cibler, et beaucoup de choses par rapport aux mots-clés, par rapport à l'affiliation, c'est-à-dire que Scopus offre vraiment plusieurs choses et plusieurs filtres pour bien affiner le résultat de la recherche. Et même par rapport le sponsor, c'est-à-dire même par rapport les établissements de financement, les établissements de sponsoring des projets. Et bien sûr, par rapport à la langue, si on cherche par exemple juste les documents en français, ou bien juste en anglais. Et vous voyez qu'en anglais, par exemple, c'est presque 100 000 résultats, et en français, c'est 700, puisque la plupart des articles scientifiques sont en anglais. OK, cliquez juste limite A pour limiter cette recherche à ces filtres-là. Alors, je peux cliquer aussi sur Analyze Search Results, ou bien analyser les résultats de la recherche, pour faire plus d'analyse, puisque c'est une chose et c'est une étape très importante sur Scopus qu'on doit les faire pour connaître plusieurs informations et pour faire plusieurs choses. Juste en attendant la connexion. OK.
Alors, sur Scopus, il nous donne plusieurs courbes et plusieurs types d'analyses. On peut analyser les documents par le journal, par l'auteur, par l'année, c'est-à-dire le nombre de publications par l'année. On peut voir par affiliation, c'est-à-dire quelles sont les affiliations qui travaillent plus sur ce sujet, sur la biologie et la lumière, c'est-à-dire les applications de la lumière dans la biologie, par rapport aux journaux, comme j'ai dit, par rapport au territoire, par rapport au type de document et par rapport au domaine. Et bien sûr, par rapport aux établissements de financement et aux établissements de sponsoring. Ça, c'est pour avoir une information sur les établissements qui financent ce sujet-là. Ça, c'est pour demander peut-être des financements et des sponsoring pour effectuer des larges recherches. OK? Par auteur aussi, c'est important, c'est-à-dire je peux avoir où je peux voir les auteurs qui publient plus dans ce domaine. Euh, L'analyse par rapport à l'année, aussi c'est très importante puisqu'à partir de cette analyse qu'on peut voir l'évolution de ce sujet par rapport au nombre d'années. Par exemple, je trouve qu'ils ont commencé la recherche sur l'application de la lumière dans le domaine biologique à partir des années 60 jusqu'à maintenant. Il est toujours en évolution. C'est vraiment un sujet dynamique et je peux travailler sur ce sujet puisqu'il est déjà en évolution et je peux trouver des références récentes sur ce sujet. OK? Alors, ça, il y a plusieurs opportunités. À chaque fois et chaque webinaire, euh, on va essayer de découvrir ces fonctionnalités et comment lire ces analyses. C'est ça l'important. Pour les auteurs, il affiche par exemple plusieurs auteurs qui travaillent dans le monde sur ce sujet. Et ici, à droite, il affiche le top 10 des auteurs. Par exemple, M. Zitterberg, il a publié déjà parmi ses publications, il a 159 documents sur les mots-clés que j'ai tapés. Je peux cliquer juste sur M. Zitterberg pour voir directement son profil, pour voir ses coordonnées, pour voir ses topics, comme j'ai exposé tout à l'heure. Par exemple, je peux voir son affiliation, qu'est-ce qu'il a comme document, l'évolution de citation et l'évolution de documents de ce monsieur-là, les derniers documents qu'il a déjà publiés. Et comme vous voyez, c'est le nombre de publications, c'est-à-dire il est toujours actif, il est toujours en évolution, mais depuis l'année 2019, peut-être à cause des Covid, peut-être plusieurs choses, et là, le taux de publication a été diminué. OK? Aussi, c'est aussi à noter que il y a des mises à jour jusqu'à juin 2021 pour les publications de 2020. Donc, et aussi, nous sommes toujours en 2021, donc c'est pas OK. le total de publications, pas encore le total. Effectivement, Nadine. Voilà, c'est une idée sur ça et on va voir, Inch'Allah, les prochains webinaires plus de détails soit pour chercher les auteurs, pour chercher les moyens de financement et pour chercher les documents aussi. OK? Merci beaucoup, Hicham. Merci pour Est-ce que vous avez cette... des choses à ajouter, Nadine? Non, effectivement, c'est juste merci pour cette Rien. démonstration. Et c'est toujours, je recommande aux utilisateurs d'explorer Scopus, visiter Scopus, essayer de, voilà, appuyer sur les différentes fonctionnalités, les différents aspects de la base de données pour pouvoir explorer les avantages de Scopus pour accélérer votre processus de recherche. Il y a beaucoup de formations déjà enregistrées sur Elsevier Africa sur YouTube. Il y aura beaucoup d'autres formations en direct et des webinaires
dans les prochaines semaines. Donc, essayez de pratiquer un peu les fonctionnalités qu'on a partagées avec vous pour que vous puissiez acquérir plus d'informations, plus comment on dit en anglais, acquire knowledge sur les prochaines formations sur Scopus. Donc, de ma part, c'est tout et je te laisse la dernière parole pour conclure, Hicham. Ok, merci beaucoup Nadine. Alors, ce sera une invitation pour les prochaines formations. Ce sera un webinaire normalement le 6 février, Inch'Allah. Et on va bientôt afficher les détails d'enregistrement, les détails de participation et l'heure de participation, Inch'Allah, bientôt sur Elsevier Community et sur nos pages Facebook. Alors, restez branchés, restez connectés. Merci beaucoup pour votre participation. Et à bientôt, Inch'Allah. Juste une dernière chose sur le certificat. Donc, puisque cette session est certifiable, vous recevrez un email automatique de Zoom demain avec le lien et le code très bien. du certificat. Ok, une bonne nouvelle. Effectivement. Oui. Ok, merci Nadine, merci à tous. Merci, au revoir.